Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la dernière communication, donc par Simon Rouzet de Rennes. Alors, je change encore aussi complètement de sujet, sur la localisation de nodules pulmonaires en réalité augmentée grâce au Cone-Beam Computed Tomography en vidéothoracoscopie. Simon. Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les académiciens, je vous remercie de me permettre de présenter ce travail de localisation de nodules pulmonaires en vidéothoracoscopie et à l'utilisation de la réalité augmentée et du CBCT, donc le Cone-Beam Computed Tomography. C'est un travail qui est rentré dans le cadre initialement de mon Master 2 et maintenant ma thèse d'université qui est toujours en cours. Donc, du point de vue purement épidémiologique, le cancer du col pulmonaire, notamment chez la femme, est en train de devenir un problème médical considérable et devient une cause de mortalité par cancer maintenant presque la plus importante. C'est pourquoi les programmes de dépistage ont vu leur apparition, notamment en Amérique du Nord, avec une efficacité démontrée et tendent à faire leur apparition maintenant en Europe. Le corollaire de ces programmes de dépistage, c'est qu'on va être confronté à un nombre de diagnostics de nodules considérable aux années à venir, un nodule dont il faudra déterminer l'histologie. Et la chirurgie, notamment la vidéothoracoscopie, la cédoscopie au niveau thoracique, va prendre une place considérable dans le diagnostic de ces nodules pulmonaires. Et en vidéothoracoscopie, la localisation de nodules n'est pas forcément chose aisée, surtout quand ils sont profonds, de petite taille, et l'utilisation des trocars, des incisions de trocars, c'est pas forcément aisé pour le chirurgien, mais son doigt, c'est pas l'ustensile le plus adapté. Donc, c'est pour ça qu'un certain nombre de travaux ont vu leur apparition pour essayer de déterminer quand et pourquoi il fallait utiliser le système de localisation, notamment quand les nodules sont de petite taille, profonds ou de faible densité. Et c'est encore une fois un problème de santé publique, une nouvelle entité radiologique qui fait son apparition en pneumologie et en chirurgie thoracique, c'est les nodules en verre dépoli, qui, avec ces programmes de dépistage, voient leur diagnostic considérablement augmenter. Et ces nodules en verre dépoli ont une densité quasi identique à celle du parenchyme pulmonaire sain, et donc la palpation, encore plus avec les instruments de vidéochirurgie, est quasiment impossible. Donc c'est pour ça que depuis de nombreuses années, les systèmes de localisation existent, la plupart étant percutanés préopératoires scannovidés. Le plus utilisé, c'est l'hameçon. On trouvait également l'utilisation de coil ou d'une injection d'épidole qui présente les mêmes inconvénients, à savoir l'utilisation d'une imagerie préopératoire et d'une ponction transthoracique, de même que les injections de méthylène ou radionucléotides qui, eux, ont encore plus d'inconvénients. Donc, méta-analyse publiée l'année dernière montrait que c'était des procédures qui étaient invasives, avec un taux de complications non négligeable, d'hémothorax, de pneumothorax, avec un taux de succès qui n'était pas parfait, de l'ordre de 94% pour l'hameçon qui est le plus sensible, le plus utilisé. Pourquoi ça ne marche pas, notamment l'hameçon? Parce que des fois, la procédure est faite la veille de la chirurgie, donc l'hameçon a le temps de se déloger la paroi thoracique ou du poumon, et le point d'entrée de l'hameçon n'est pas forcément à la zone d'intérêt du nodule. On a l'impression de faire un très beau wedge en étant en zone saine, avec le nodule d'intérêt en verre dépoli en plein milieu du prélèvement, et en fait non. Le radiologue ne vous avait pas dit le point de ponction en fait, le point est très différent du point d'intérêt de l'hameçon. Donc, pour pallier à ces différents inconvénients, on a réfléchi sur l'utilisation d'une procédure purement opératoire, avec plus de scanner préopératoire qui devait être fait, avec les problèmes logistiques que ça représentait, et surtout non invasif, avec aucune procédure pourvoyeuse de complications d'hémopneumothorax ou autre. Donc pour ce faire, avec la multiplication des salles hybrides dans le monde, et en particulier en Europe et en France, on a une disposition opératoire, non plus un scanner circulaire, comme vous pouvez voir à droite de l'image, mais une image, un robot CBCT, une Cone-Beam Tomographie, une sorte de scie-arme robotique qui permet de faire une acquisition rotationnelle autour du malade et qui permet d'obtenir une image assez similaire à celle du scanner conventionnel. Donc voilà une salle hybride à Rennes. Et donc l'installation du malade a été adaptée évidemment avec des scanners, des champs opératoires qui sont bien collés à la table pour éviter que le robot qui va tourner arrache les champs
également une filière anesthésique bien protégée pour éviter une exploration inopinée pendant l'acquisition. Donc la chirurgie débute de manière complètement habituelle, avec un patient qui est un poumon exclu. On met en place les 3 quarts de vidéochirurgie et on crée un pneumothorax d'importance modérée. C'est très important que ce pneumothorax soit modéré et pas complet. Ensuite, on fait l'acquisition rotationnelle, c'est-à-dire que le sciarme va tourner autour du malade et va nous permettre d'obtenir une image 3D de relative bonne qualité. Donc sur ces images, on est capable de localiser le nodule qui va être en direct live segmenté, c'est-à-dire qu'on va réaliser une reconstruction 3D de ce nodule, reconstruction qui va ensuite être intégrée directement à un écran de scopie que vous pouvez voir en bas à droite de l'image et qui, avec l'utilisation de la scopie et l'utilisation de la vidéothoracoscopie conventionnelle, va permettre de positionner notre pince sur la zone d'intérêt et avec plusieurs incidences, avoir une optimisation de la position de notre pince dans laquelle se trouvera a priori le nodule. Donc c'est une procédure qu'on a fait sur 25 malades avec des nodules qui sont globalement centimétriques et relativement profonds, près de 2 cm de la plaie. Initialement, c'est une procédure qu'on avait faite uniquement sur les nodules solides et de plus en plus on a appliqué des nodules en verre dépoli, des nodules mixtes, donc qui présentent une vraie gageure à leur localisation. La procédure de localisation en elle-même ne durait que 12 minutes, c'est-à-dire entre le début de l'acquisition rotationnelle et le moment où la pince était positionnée de manière optimale, au moment où on était sûr d'avoir le nodule dans notre pince, ce qui est relativement satisfaisant quand on sait qu'une procédure scanographique de localisation, ça prend au moins une trentaine de minutes. Donc on a eu un échec qui était lié à un mauvais cadrage de notre patient qui était particulièrement obèse, avec un nodule qui était sur la face médiastinale et diaphragmatique, donc vraiment aux confins, qui nous a posé souci. Donc la procédure chirurgicale était relativement conventionnelle, avec un wedge pour les lésions non primitives et un wedge suivi d'une lobectomie pour avoir des lésions carcinologiques pour les autres. Parallèlement à ça, comme je vous disais, l'utilisation d'un pneumothorax contrôlé était fondamentale. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas que le poumon se déflate complètement, parce que quand le poumon se déflate complètement, c'est fatigue, ce qui finalement on aime bien pendant une chirurgie thoracique conventionnelle, mais on ne le voulait pas parce que dans l'acquisition CPCT, on n'est plus capable de localiser, différencier le nodule dans un poumon complètement contracté. Et donc on est en train de développer un système de recollage automatique qui, en dépit de l'importance du pneumothorax, nous permettra de localiser le nodule grâce à un système de recalage biomécanique et une modélisation du parenchyme pulmonaire qui, quelle que soit l'importance du pneumothorax, nous permettra d'avoir une localisation optimale du nodule. Après, la perspective, bien sûr, c'est d'avoir non plus un écran de scopie et un écran de vidéothoracoscopie, c'est tout avoir sur l'écran de vidéothoracoscopie, comme on peut voir ici sur un travail lillois, voir la réalité augmentée directement sur l'écran, avec un tracking et un recalage en direct. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Simon. Donc voilà quelque chose de très différent, très technologique, recherche qu'on pousse. Est-ce que vous avez des questions? Francis. Bravo, c'est magnifique. Vos images sont très belles. Et on arrive à se demander finalement si on pourra opérer sans cette technique-là et si on pourra continuer à enlever des nodules pulmonaires par wedge, par exemple, sans cette facilité de localisation que permet la technologie actuelle. L'intérêt de cette thérapeutique, effectivement, c'est d'être moins agressif et d'avoir moins de thérapeutiques préopératoires compliquées pour mettre au jeu le pronostic du patient. Après, il y a quand même des limites à cette technique, c'est des nodules qui sont vraiment très profonds. Par exemple, des nodules qui sont sur la face médiastinale du parenchyme pulmonaire ou à la jonction de plusieurs segments à ce moment-là. Malheureusement, le système de localisation n'aura pas d'intérêt. Mais c'est vrai que la réalité augmentée comparée à une fonction transpariétale est assez séduisante.
Oui. Quels sont les bénéfices que vous attendez de cette technique par rapport aux moyens actuels que l'on a de faire un diagnostic de cancer pulmonaire sur des nodules observés sur la tomodensitométrie? Quel est le bénéfice? Le bénéfice, c'est simplifier la prise en charge, parce que organiser un scanner, une ponction transpariétale avant une chirurgie, c'est pas la chose facile de faire concilier l'emploi du temps du radiologue qui est de plus en plus sollicité pour des biopsies transpariétales, et donc mettre en place un fond et faire correspondre à la chirurgie qui va avoir lieu le jour même dans les conditions, parce que plus la latence entre l'implantation du système de l'ovulation et la chirurgie est longue, plus le système a de risque de se déloger et de devenir inopérant. On limitera l'application de la procédure, c'est, comme vous disiez, c'est tout le monde non invasif. Pas de démothorax, pas de pneumothorax, pas d'ampoule gazeuse qui a pu être décrit. Et c'est strictement opérateur. Donc le chirurgien n'est plus dépendant de qui que ce soit d'autre que de son expertise et la disponibilité de la salive. D'autres questions? Quand on voit ce que vous faites là, au fond, le rôle de l'homme disparaît un peu, puisque la chirurgie est très guidée par l'image, de façon très précise. Est-ce que c'est une ouverture vers la robotisation complète de ce type de geste que vous faites? En plus, la chirurgie robotique est utilisée en pneumothoraxcopie, effectivement, et Da Vinci travaille activement avec notamment Strasbourg, le centre d'Alicard, pour l'intégration d'un recteur augmenté directement sur le moniteur de contrôle du Da Vinci. Donc oui, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. Et malheureusement ou heureusement, même si on parle de chirurgie robotique, ça reste une chirurgie en réalité télécommandée, où le chirurgien a un rôle fondamental